restons ici connectés à notre webinaire sur la mise à jour du document unique. Donc il est 9h26, nous allons patienter quelques minutes, le temps de voir tout le monde arriver sur cette plateforme de webinaire. Donc bonjour à tous, personnes qui se connectent. Est-ce que vous pourriez utiliser le module de questions qui se trouve sur votre droite pour me dire que vous m'entendez et que vous nous voyez bien, s'il vous plaît. Merci de vos retours. Cela permettra de vérifier que tout se passe bien pour tout le monde. Merci. Merci de vos retours. Alors, si le son est saccadé, cela peut venir de votre réseau. Et dans ce cas, je n'ai malheureusement pas tellement de solutions à vous apporter, sinon de voir le replay du webinaire dans un deuxième temps. Ok, merci de vos retours. Merci à tous. Alors, bienvenue aux personnes qui sont en train d'arriver sur la plateforme. Bienvenue à ce webinaire qui concerne la mise à jour de votre document unique. On va se donner encore quelques instants avant de commencer, le temps pour tout le monde, ou en tout cas pour la majeure partie, d'arriver tranquillement à ce webinaire. Donc vous êtes au bon endroit si ce matin vous avez décidé de savoir comment faire avec ce document unique à jour dans le cadre de la crise du Covid-19. Nos expertes vont vous donner les clés, la méthode et quelques pistes. Donc bienvenue aux personnes qui sont arrivées à l'instant, bienvenue, installez-vous bien. On est parti pour 1 heure, peut-être un peu plus, d'échange avec vous. Alors, je vais lancer sur la droite, sur votre outil de droite, un sondage. Alors, pour les intervenantes, je vous invite à cliquer sur l'alarme pour désactiver le son des notifications. Donc, vous allez voir afficher des sondages sur l'outil de droite avec une première question en attendant de démarrer. Et on vous pose la question de savoir si vous avez déjà mis à jour votre document unique avant cette crise de Covid-19. Alors, est-ce que vous l'avez mis à jour chaque année, comme nous le demande la réglementation? Est-ce que vous l'avez déjà mis à jour à l'occasion ou est-ce que vous ne l'avez jamais mis à jour? Alors, ne vous inquiétez pas, les réponses à ce sondage ne seront évidemment qu'à vocation à illustrer ce qui va arriver. Et on va s'arrêter là sur la diffusion de ces réponses. Donc, répondez le plus sincèrement possible. Cela nous donnera des pistes pour vous aiguiller. Donc, bonjour à tous, bonjour aux personnes qui sont en train d'arriver. Vous êtes bien au bon endroit pour parler de mise à jour du document unique ce matin avec nos 2 expertes. Alors, utilisez l'onglet sondage sur votre droite, un premier sondage en attendant de commencer qui vous demande si vous avez déjà eu l'occasion, si vous avez déjà mis à jour votre document unique avant cette crise de Covid. Est-ce que vous l'avez mis à jour, vous avez l'habitude de le mettre à jour chaque année? Est-ce que vous le mettez à jour, vous l'avez mis à jour une fois à l'occasion ou bien jamais? Peut-être simplement vous n'êtes pas concerné parce que vous avez un profil qui fait que vous n'êtes pas concerné par la mise à jour du DU. Dans ce cas, ne répondez pas pour ne pas fausser les réponses. Bonjour à tous. Alors, l'onglet sondage se trouve à côté de l'onglet questions. Vous avez une entrée là où vous posez la question et juste à côté, vous avez une petite entrée sondage. C'est ici que ça se trouve. Alors, bienvenue à tous. On va attendre encore quelques instants, le temps que tout le monde arrive sur la plateforme, connecté tranquillement, attentif à ce que nous allons vous dire sur la mise à jour de votre document unique.
Alors, nous attendons beaucoup de monde ce matin. On attend plus de 370 personnes. Alors, même si tout le monde ne sera pas là ce matin pour des raisons diverses et variées, enfin bon, vous êtes quand même nombreux, donc merci. Merci à tous. Et vous êtes déjà plus de 210 à être connectés tout de suite à 9h32. On va attendre un petit peu encore, 1 ou 2 minutes, le temps de laisser le temps à tout le monde de se connecter. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, bienvenue. Vous avez sur l'outil de droite possibilité de poser des questions au fur et à mesure de l'intervention, mais j'y reviendrai en introduisant le webinaire. Et vous avez un onglet sondage dans lequel vous allez trouver une première question et on vous demande si vous avez déjà mis à jour votre document unique avant le Covid-19. Donc si vous pouvez y répondre, merci. Alors, je me permets de répondre aux premières questions qui arrivent là avant de commencer. Alors, à la fin de ce webinaire seront accessibles le replay de ce webinaire ainsi que le support de présentation, ainsi que le guide document unique dont nous allons vous parler durant cette intervention. Donc, tout cela sera sur notre site internet www.ast67.org d'ici midi. Donc ça, déjà, Olivier, pour répondre à votre question. Christine, pour répondre à votre question, le support du webinaire sur les masques est en ligne sur notre site internet. On va vous donner le lien tout de suite pour que vous puissiez le télécharger. Bonjour et bienvenue aux personnes qui sont en train de se connecter. On attend le temps pour tout le monde de se connecter. Encore un petit peu de patience et puis on va pas tarder maintenant. Je vous rappelle que sur la droite, à côté de l'onglet questions, vous avez un onglet sondage qui vous propose déjà de répondre à une première question et on vous demande si vous avez déjà mis à jour votre document unique avant cette crise. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le mettre à jour? Oui, chaque année, oui, à l'occasion ou bien jamais. Alors, nous allons bientôt commencer. Écoutez, il est 9h34, nous avons certainement accordé le temps nécessaire, le temps de courtoisie nécessaire pour que tout le monde puisse se connecter. Je vous propose de commencer. Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ce webinaire vous est proposé par Alsace Santé au Travail, l'un des services de santé au travail du Bas-Rhin. Nous attendons aujourd'hui près de 370 personnes à notre quatrième webinaire qui est consacré ce matin à la mise à jour de votre document unique d'évaluation des risques. Parmi nous, parmi vous, des entreprises adhérentes à AST67 et d'autres non. Évidemment, pas d'inquiétude, puisque les informations que nous allons vous donner ce matin ne font pas cette différence. Ce qui nous réunit aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire maintenant, ce sont les questions que nous nous posons et les réponses que nous vous apporterons. Alors, pourquoi mettre à jour votre document pourquoi mettre à jour votre document unique? Comment s'y prendre? Comment AST67 peut vous accompagner dans cette démarche? Autant de questions auxquelles nous allons répondre ce matin. Je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à Alsace Santé au Travail. Avec nous ce matin, Magali Veller, ingénieure hygiène, sécurité, environnement, et Swazik Brossama, intervenante en prévention des risques professionnels. Pour ce qui est des questions, je vous propose de les envoyer par l'onglet questions qui se trouve sur votre droite. Et Régine Sigel et Magali Hild, nos intervenantes en prévention des risques professionnels, sont dans les starting blocks pour vous répondre au fur et à mesure de cette intervention. En fin de webinaire, je poserai quelques questions à vos experts. Je me ferai donc le relais de vos questions. Ce webinaire devrait durer environ 1 heure. Et puis à la fin de cela, le replay, le diaporama ainsi que le guide document unique seront disponibles sur notre site internet d'ici midi.
Je pense avoir fait le tour de ce que je devais vous dire en introduction. Eh bien, alors, c'est parti. Ne pas mettre à jour votre document unique sérieux. Swazik, voulez-vous commencer par nous dire ou redire ce qu'est un document unique et pourquoi le mettre à jour? Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous faire un petit rappel sur ce qu'est un document unique. Pourquoi faut-il le mettre à jour? Quelles sont les étapes de cette mise à jour? Et ensuite, nous finirons par la présentation des accompagnements que nous pouvons vous proposer. Donc, le document unique, c'est quoi? Donc, nous allons démarrer par un bref rappel sur ce qu'est exactement le document unique. Pour ceux d'entre vous qui ont élaboré leur document unique et qui le mettent régulièrement à jour, ces notions vous seront familières. Pour les autres, ces quelques éléments vous permettront de disposer de points de repère méthodologiques pour le travail que vous allez engager suite à ce webinaire. Alors, nous pourrions citer de très nombreux articles du Code du travail relatifs aux documents uniques. Néanmoins, nous allons nous contenter, pour être les plus brefs possibles, de citer l'article R41 du Code du travail qui indique que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Le document unique n'est donc pas juste un document, mais c'est bien l'ultime étape d'une démarche d'évaluation des risques. Ce qui signifie qu'avant d'élaborer son document unique, un employeur aura tout d'abord évalué les risques de son entreprise. Cette évaluation est une projection des risques existants auxquels les salariés pourraient être confrontés. Et c'est un outil vivant qui doit être utilisé et complété régulièrement et qui doit évoluer au rythme de l'entreprise. Les étapes pour évaluer les risques de votre entreprise sont les suivantes. Donc, tout d'abord, l'analyse et le descriptif de l'activité réelle des salariés. Donc, pour cela, il est vraiment impératif d'aller sur le terrain, d'observer la réalité du travail et d'inclure les salariés dans la démarche. Ensuite, l'identification des situations dangereuses et les moyens de prévention collectifs ou individuels qui existent déjà au moment de l'évaluation. Ensuite, l'évaluation des risques résiduels et leur hiérarchisation. Et enfin, la définition d'un plan d'action. Nous allons développer toutes ces étapes dans un instant. Donc, le document unique, c'est bien une démarche évolutive. Une fois que le plan d'action est élaboré, il faut mettre en œuvre les actions, puis les réévaluer par rapport aux risques et au regard de ce qui a déjà été mis en place. Et enfin, il faut remettre à jour le document unique, etc., etc. Ça ne s'arrête jamais. Mais pourquoi faire une mise à jour, Swazik? Bonne question, Gaëlle. Alors, la notion de mise à jour du document unique, elle est définie par l'article R4121-2 du Code du travail. Donc, cet article définit que la mise à jour est obligatoire dans certains cas, donc au moins chaque année, c'est-à-dire minimum une fois par an, lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. Donc, on peut déjà voir les conséquences de la crise sanitaire actuelle qui impactent les points 2 et 3. Cette mise à jour implique pour vous de compléter, de modifier et de réévaluer votre document unique sur la base des nouveaux risques générés par le Covid-19. Nous allons donc développer les étapes de cette mise à jour maintenant. Merci Swazik. Magali Veller, nous allons maintenant creuser avec vous les 3 étapes pour mettre à jour son document unique. Et la première étape consiste à identifier les situations dangereuses. Alors, comment s'y prendre? Alors, effectivement, donc l'étape 1 va consister pour vous, employeurs, à identifier les situations dangereuses auxquelles vos salariés peuvent être confrontés durant leur activité professionnelle. Alors, pour cela, il va vous falloir être clairement méthodique et rigoureux, d'autant que les choses se passent un petit peu dans l'urgence. Donc, les procédés de travail, les façons de faire que vous avez en place depuis quelque temps ou que vous allez mettre en place, ceux auxquels vous êtes habitués. Donc, pour cela, il va falloir analyser l'activité, analyser le travail de vos salariés pour être, on va dire, le plus
vous pouvez par exemple suivre le parcours de vos salariés du moment où ils vont arriver sur leur lieu de travail au moment où ils vont en partir à la fin de leur journée. Vous allez pour ça devoir détailler l'ensemble des tâches qu'ils vont être amenés à réaliser. Et pour chacune de ces tâches, vous pouvez y travailler en répondant aux questions suivantes. Donc, comment ces tâches, avec quel matériel? Donc, quand on parle de matériel, on va penser évidemment outils, machines, matériel informatique, véhicules, etc., etc. Sur quelle organisation ces tâches sont-elles réalisées? Donc, quand sont-elles réalisées? Selon quel mode opératoire? À quelle fréquence? On va répondre à la question où aussi. Où est-ce que ces tâches sont-elles réalisées? Est-ce qu'elles vont être réalisées dans un endroit en particulier? Est-ce qu'elles vont générer des déplacements? Pour être sûr de ne rien oublier, là aussi, soyez factuel. Vous pouvez très bien utiliser un plan un plan de vos locaux et réfléchir à chaque endroit, à chaque local. Posez-vous aussi la question, ça c'est important, quels flux de circulation vont être générés par la réalisation de ces tâches? À quel moment va-t-il y avoir croisement de personnes? À quel moment peut-il y avoir regroupement de personnes? Est-ce qu'il risque d'y avoir des files d'attente? Voilà. Donc vraiment, l'objectif, c'est de détailler de la façon la plus précise possible l'ensemble des tâches qui vont être réalisées par vos salariés. Une fois que ce point-là sera clarifié, vous allez devoir, dans un premier temps en tout cas, identifier parmi l'ensemble de ces situations de travail, celles où les conditions de transmission du Covid-19 sont réunies. C'est-à-dire, dans quel cas peut-il y avoir contact direct de personnes à moins d'1 mètre? Donc, contact avec les collègues, par exemple, avec des fournisseurs, avec des clients, avec du public. Et dans quel cas peut-il y avoir contact avec des objets touchés par plusieurs personnes? Là aussi, il peut s'agir d'outils, de matériel informatique, poignées de porte, boutons d'ascenseur, etc., etc. Alors, étant donné le contexte de la crise, le risque est grand, évidemment, de ne penser dans un premier temps qu'au risque biologique. Mais vous allez aussi devoir identifier toutes les situations de travail qui vont présenter des risques non pas biologiques, puisque ce ne sont pas les seuls, mais également les risques générés par les réorganisations liées à la crise. Donc là, on pense aux troubles musculo-squelettiques, aux risques psychosociaux ou aux risques d'accident, par exemple. Alors, tout de suite, pour cette première étape, quelques petits pour rendre attentif à ce qu'il va falloir faire. Évidemment, tenez compte tout de suite des modes dégradés et des dysfonctionnements potentiels. Vous avez sûrement des protocoles ou des modes opératoires en place. Actuelle. Pourquoi? Simplement parce que il est vraisemblable que certaines personnes que vous avez mobilisées dans ces modes opératoires, eh bien, tout simplement ne sont peut-être pas là, sont absentes, ou alors sont affectées à d'autres postes de travail. Donc, prévoyez dès maintenant les nouveaux modes opératoires pour pouvoir intervenir en cas d'urgence, en cas de problématique de dysfonctionnement. N'oubliez pas aussi de prendre en compte les nouvelles tâches qui ont émergé du fait de votre réorganisation, de la crise, du fait du manque d'effectifs, etc. Et bien évidemment, même en situation de crise, pensez à intégrer et à consulter vos salariés pour l'identification des situations dangereuses, mais également pour toute la suite de la démarche et évidemment leurs représentants également. Alors ici, quelques exemples de contextes qui peuvent être à l'origine de situations dangereuses. Alors, ce ne sont que des exemples, bien évidemment, tout ça de votre activité, de votre organisation, de votre secteur. Donc, en ce qui concerne les risques biologiques, donc les salariés peuvent être exposés à des risques biologiques dans les cas suivants. Par exemple, et ça c'est assez évident, s'ils travaillent au contact de personnes contaminées. Mais également s'ils sont en contact avec du public dont on ne connaît pas évidemment l'état de santé.
s'ils sont amenés à réaliser le nettoyage des parties communes et des points de contact qu'on a évoqués tout à l'heure. S'ils partagent leur poste de travail, leur matériel ou leur véhicule. S'ils travaillent en open space, alors le risque est d'autant plus grand si les postes de travail sont rapprochés, ou s'ils doivent emprunter les transports en commun. Alors, soit les trajets liés à l'activité professionnelle durant la journée de travail. On pensera également aux risques psychosociaux qui peuvent être la conséquence d'une surcharge de travail, du fait d'une reprise d'activité avec un effectif réduit, par exemple, qui peuvent être la conséquence également de nouvelles tâches, de la nécessité d'occuper un nouveau poste de travail, de réaliser de nouvelles missions, là aussi pour faire face soit à une augmentation, soit à une diminution de l'activité, et également tenir compte du travail dans l'urgence, des conséquences du travail dans l'urgence. On s'intéressera aussi aux risques liés au télétravail. Ce télétravail a souvent été mis en place par les entreprises alors qu'elles n'y étaient pas. Donc, les risques sont liés ici essentiellement à un aménagement non optimal du poste de travail, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de posture contraignante notamment. On pensera aussi aux risques de chute, aux risques électriques liés aux locaux d'habitation qui ne sont pas pensés pour une activité professionnelle, aux conséquences du travail isolé et au risque aussi de perte des limites entre vie professionnelle et vie privée. On citera aussi les risques d'accident. La reprise d'activité avec un effectif réduit va vraisemblablement avoir comme conséquence l'absence de personnes qui disposent de formations spécifiques. Alors, formation secourisme, par exemple, mais également formation à l'utilisation de certains types de machines. Certaines personnes qui disposent d'habilitations spécifiques peuvent également être absentes. Donc là, on va penser à l'habilitation électrique, par exemple, ou aux autorisations de conduite pour N'oublions pas non plus les risques liés à l'utilisation de produits chimiques. Il va peut-être y avoir un manque d'équipements de protection individuelle qui sont habituellement utilisés pour certaines tâches. Alors, pourquoi un manque? Simplement parce que ces EPI ont peut-être été réaffectés à d'autres activités ou parce qu'il y a eu pénurie d'approvisionnement durant la crise. Peut-être lié aussi à l'introduction dans l'entreprise de nouveaux produits. Effectivement, vous avez tous, je pense, ou vous allez tous, comme le nettoyage, vos protocoles de désinfection, avec du coup l'utilisation de nouveaux produits, de produits différents de ceux que vous aviez utilisés jusqu'à présent. Merci Magali pour l'identification. Merci Magali. Je voulais juste terminer sur deux petits points, pardon, oui. Deux points importants sur cette première étape. Alors, le premier, je l'ai dit, mais je le répète, c'est important. Ces risques bien en tête que tout un tas d'autres risques liés à la réorganisation sont à prendre en compte. Le deuxième point, c'est qu'on a bien conscience que cette première étape, elle peut paraître un petit peu fastidieuse, présentée comme ça. C'est vrai que ça génère un petit peu de travail, mais vraiment, consacrez-y le temps nécessaire, soyez le plus précis possible. Tout ça, ça sera du temps gagné pour les étapes suivantes et surtout, ça permettra d'établir à la fin, on va en reparler ensemble tout à l'heure, un plan d'action vraiment le plus cohérent possible. Voilà, cette fois-ci, j'ai fini. Merci Magali pour l'identification de ces risques et puis les exemples donnés qui nous permettent d'y voir plus clair. Alors, avant de donner la parole à Swazik, j'aimerais juste vous rappeler que sur votre droite, sur la droite de votre écran, dans l'onglet sondage, vous avez 2 sondages actuellement possibles. Le premier vous demande si vous avez déjà mis à jour votre DU avant cette crise Covid. Et puis, le nouveau sondage vous questionne si vous, entreprise adhérente d'AST 67, vous auriez besoin d'un accompagnement pour mettre à jour votre DU. On peut entendre que tout cela demande beaucoup de méthodes et on peut vous accompagner là-dessus. Bien sûr, on y reviendra. Donc, Swazik, maintenant qu'on a identifié tous ces risques, il faut maintenant les hiérarchiser. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça?
Donc effectivement, après l'identification, la seconde étape de la démarche consiste à hiérarchiser les risques identifiés dans l'étape que nous venons de voir. Puis cette hiérarchisation va permettre, si nécessaire, de définir des priorités d'action. Donc une fois l'ensemble des situations dangereuses identifiées, il s'agit de coter chacune de ces situations, c'est-à-dire de lui donner une note en quelque sorte. La cotation doit tenir compte des moyens de prévention que vous avez déjà mis en place au moment où vous réalisez le document. Vous ne devez pas tenir compte des mesures que vous avez prévu de prendre, que vous avez prévu de mettre en place, mais qui ne le sont pas encore. Hein. Pardon, j'étais trop vite. C'est pourquoi, C'est pourquoi nous vous recommandons de lister les moyens de prévention qui sont déjà en place. Donc, par exemple, les équipements de protection collectifs, tels que le marquage au sol pour la distanciation sociale, par exemple, les équipements de protection individuelle, les masques, les gants, etc., ou bien toutes les mesures matérielles ou les mesures organisationnelles que vous avez pu mettre en place. Certains d'entre ces méthodes étaient déjà peut-être en place avant la crise sanitaire. D'autres ont pu être mises en place ces dernières semaines au fur et à mesure. Il faut tenir compte des mesures de prévention qui sont déjà en place. Cela va vous permettre d'évaluer par la suite le risque effectif auquel vos salariés sont réellement confrontés. Donc, pour reparler de cotation, pour cet exemple, nous nous basons sur l'outil d'AST67. Il existe de nombreuses autres méthodes multicritères. Vous pouvez continuer d'utiliser votre méthode avec vos critères, votre système de cotation, celui que vous avez déjà en place, et vous servir d'une autre pour alimenter votre document. Dans notre outil, nous utilisons deux critères, la fréquence d'exposition à la situation dangereuse et la gravité des dommages potentiels. La combinaison de ces deux critères va permettre de déterminer le niveau global de chaque risque. Alors, on va commencer par expliquer un petit peu la fréquence. Donc, la fréquence d'exposition peut être évaluée sur ce type d'échelle. Donc, nous avons choisi une échelle à 4 degrés de fréquence, allant du niveau 1, qui est le plus faible, de l'ordre d'une fois par an, moins de 25% du temps de travail environ, au niveau 4, qui est le plus élevé, donc de l'exposition quotidienne à plus de 75% du temps de travail. Hein. Ça, c'est à vous de juger. Ensuite, la gravité des dommages. Concernant l'évaluation de la gravité, nous avons également choisi une échelle à 4 degrés, allant du niveau 1, qui est également le plus faible, qui concerne tout ce qui est accident ou maladie sans arrêt de travail, au niveau 4, qui lui est le plus élevé, et donc le risque peut entraîner un accident ou une maladie mortelle. Dans le cadre du Covid-19, le risque biologique, a priori, sera systématiquement noté en niveau 4 en termes de gravité, puisqu'il peut entraîner la mort. Ensuite, vous croisez votre évaluation de fréquence et celle de gravité pour obtenir un niveau de priorité. Par exemple, vous avez déterminé un niveau de fréquence 2 et un niveau de gravité 4. Cela nous donne un niveau de priorité en 1. Même les priorités 3 seront à prendre en compte dans votre plan d'action. Alors, pour mieux illustrer cette méthode, nous allons prendre un exemple. Vous avez identifié dans votre document unique le risque biologique, toujours lié au Covid-19. Hein. Vos salariés sont amenés à effectuer le nettoyage des parties communes, dans les cuisines, vestiaires, sanitaires. Le temps qu'ils y consacrent est estimé à environ 2 heures par jour. Le dommage éventuel auquel ils sont confrontés est l'infection au Covid-19. Les moyens de prévention que vous avez peut-être déjà mis en place, donc dans votre évaluation, ça va être des protocoles et des modes opératoires spécifiques, le port d'équipements de protection individuelle tels que des gants, des masques, des lunettes, des blouses. Donc, la fréquence d'exposition va être de 2, entre 25 et 50% du temps de travail, par exemple. La gravité des dommages, on l'a vu pour le risque biologique lié au Covid-19, est de 4. En croisant ces données dans le tableau précédent, on obtient un niveau de priorité 1. Donc, il se peut que vous ayez un très grand nombre de priorités dans votre évaluation. Cela ne doit pas vous faire peur, c'est simplement pour vous faire prendre conscience de tous les risques auxquels vos salariés sont possiblement impactés.
Merci Swazik. Alors, après l'étape d'identification des situations dangereuses, l'étape 1, ensuite l'étape 2 a consisté. L'étape 2 consiste à la hiérarchisation du risque. Et maintenant, l'étape 3 consiste à l'élaboration du plan d'action. Alors, donc oui, la troisième étape, comme vous l'a indiqué Swazik, la troisième étape sera de travailler sur le plan d'action. Alors, au final, toutes les tâches que vous avez réalisées jusqu'à présent, c'est-à-dire identifier analyser le travail, identifier les situations dangereuses, coter les situations dangereuses, finalement, ont un seul but, c'est l'élaboration de ce plan d'action. Donc, ce plan d'action, son objectif, ça va être de lister des mesures que vous allez décider en vue de supprimer ou de limiter les risques que vous avez identifiés au préalable. Alors, ce plan d'action, comme tout plan d'action, hein, il doit comporter au minimum les éléments suivants. Alors, un descriptif le plus précis possible de l'action que vous avez décidé de mettre en place, le nom de la personne qui sera responsable du déploiement de l'action, le délai de mise en place, les moyens humains, matériels qui seront alloués à l'action et une possibilité de mesurer l'état d'avancement de la mise en place de cette action. Alors, d'un point de vue strictement documentaire, le plan d'action, votre plan d'action, il va ressembler un petit peu à ça. Alors, évidemment, ici, vous avez une seule ligne. Hein, vous en aurez beaucoup plus. Si on reprend l'exemple qui a été donné tout à l'heure. Alors, le plan d'action va faire référence à la situation dangereuse qui a été identifiée. Donc, on reprend l'exemple des salariés qui effectuent le nettoyage des parties communes 2 heures par jour. On a vu que cette situation dangereuse, on l'avait cotée en niveau de priorité 1. Face à cette situation dangereuse, on va indiquer les actions, donc les mesures de prévention que vous avez décidé de mettre en place pour limiter ce risque-là. Alors ici, on a indiqué 3 actions, il peut y en avoir une, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir plusieurs. Voilà, tout va dépendre un petit peu de ce que vous avez décidé, de ce qui est possible pour vous de mettre en place. Face à ces actions-là, on va indiquer le nom de la personne qui est responsable du déploiement de l'action. Donc ici, par exemple, Madame Duval est responsable du déploiement des 3 actions qui ont été identifiées. Il pourrait très bien y avoir un responsable différent pour chacune des 3 actions. La colonne suivante concerne le délai. Donc le délai, il peut s'agir d'une date, il peut aussi s'agir dans certains cas d'une action permanente ou d'une action récurrente. Ici, par exemple, on a indiqué comme délai le jour d'arrivée du personnel concerné. Donc, si on imagine que dans cette entreprise-là, le personnel va revenir en 4 vagues successives, à ce moment-là, Madame Duval sera responsable de l'organisation de ces 3 actions chaque premier jour de l'arrivée des 4 vagues de personnel. Et la dernière colonne dont on parlait précédemment, qui permettra d'indiquer l'état d'avancement de la mise en place de cette action. Alors, on le voit dans les accompagnements qu'on réalise avec les adhérents tout au long de l'année, souvent cette question du plan d'action, elle est un petit peu délicate. Les entreprises se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il faut que je mette comme action ou qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme action. Alors, un petit point de précision à ce sujet. Votre plan d'action, c'est votre plan d'action. C'est-à-dire que c'est un plan d'action qui va être vraiment personnalisé. Ça ne sera pas le même plan d'action que celui de votre voisin, même s'il a exactement la même activité. Parce qu'il va dépendre de votre organisation, évidemment de votre activité, mais de votre organisation, de la configuration de vos locaux, par exemple, des moyens financiers, humains que vous avez à disposition, du matériel que vous avez, des mesures de prévention que vous avez déjà en place, des compétences que vous avez au sein de votre effectif. Donc voilà, donc votre plan d'action, ça ne doit pas être un copier-coller de ce qui se fait ailleurs, c'est un plan d'action qui doit être réfléchi et qui doit vraiment coller à votre entreprise. Okay ? Donc, finalement, il va falloir que vous réfléchissiez avec vos salariés à tout ce qui vous est possible de mettre en place en termes de moyens matériels. Alors ça, en général,
aux moyens matériels, mais aussi en termes de mesures organisationnelles, de peut-être de nouveaux protocoles ou de protocoles modifiés, de nouveaux modes opératoires. Et pensez aussi à tout ce qui est moyens de communication, moyens d'information ou dispositifs de formation, notamment dans le cadre des nouvelles tâches, des nouveaux postes occupés par les salariés. Alors, malgré tout, vous pouvez quand même vous baser sur un certain nombre de documents. Hein. La crise a généré là de nombreux documents, de nombreux guides qui peuvent vous guider justement, qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent vous donner des idées de mesures de prévention à mettre en place. Alors pour ça, essayez de voir, consulter vos branches professionnelles. Je sais que certaines branches professionnelles ont édicté des guides à ce sujet. Vous pouvez aussi aller consulter le site du ministère du Travail. Alors, vous avez le lien sur la dernière dia de mémoire du webinaire. Parce que le ministère du Travail a édicté un certain nombre de fiches conseils métiers qui sont vraiment très complètes, très pratiques, sur lesquelles vous pourrez positivement vous appuyer. Et je vous oriente aussi vers le guide que nous avons réalisé d'aide à la reprise d'activité. Donc, ce guide-là va lister lui aussi, alors évidemment pas de manière exhaustive, mais vraiment de manière très, très complète, tout un ensemble de mesures envisageables à mettre en place par les entreprises. Alors, ces mesures, vous le verrez dans le guide, elles sont regroupées sous forme de chapitres, hein, de thématiques. Alors, il s'agit de mesures qui vont viser à organiser la distanciation physique, que ce soit par le télétravail ou sur les lieux de travail. Elles vont aussi concerner la gestion de l'hygiène générale des locaux. La thématique de l'information et de la sensibilisation aux gestes barrières. La mise en place des actions relatives à l'hygiène des mains. La problématique de la gestion des déchets. La gestion des trajets. La gestion des entrées, sorties des locaux et de l'ensemble des flux de circulation dans l'entreprise. On y parle aussi de la gestion du travail au poste de travail, de la ventilation des locaux, de l'utilisation des locaux communs, donc tout ce qui est salle de réunion, salle de restauration, salle de pause, les vestiaires, les sanitaires, et enfin la gestion de l'accueil des visiteurs, des entreprises extérieures et des livraisons. Alors, je vous ai sorti un extrait ici. Je ne vais pas du tout le détailler, mais c'est simplement pour vous montrer le côté, le fait qu'il s'agit de mesures pratiques, hein, vraiment à mettre en place sur le terrain. Alors, évidemment, certaines de ces mesures ne vont pas du tout vous parler. Hein. Ça ne vous concernera pas, elles ne vous paraîtront pas cohérentes, mais passez-les en revue et vous verrez que certaines, effectivement, vont vous concerner, vont résoudre une de vos problématiques et vont pouvoir se mettre en place concrètement sur votre site. Voilà. Donc, là aussi, je vais finir sur ces points-là pour l'élaboration du plan d'action. Quelques points de vigilance. Donc, évidemment, comme toujours en prévention, hein, pensez protection collective avant protection individuelle. Soyez attentifs aussi à ce que la mesure de prévention envisagée ne génère pas de nouveaux risques. Si c'est le cas, eh bien à ce moment-là, traitez ces nouveaux risques comme vous avez traité les risques préexistants. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, associez les salariés, les représentants du personnel à l'élaboration du plan d'action. Communiquez sur les mesures de prévention que vous aurez décidé de mettre en place. Alors, communiquez avant le retour au poste, communiquez au moment du retour au poste et ensuite, n'hésitez pas, faites des piqûres de rappel régulièrement sur les mesures de prévention qui vont être mises en place. Évidemment, réajuster les actions si besoin. Hein, on peut très bien avoir décidé d'une action et puis se rendre compte au bout d'un certain temps qu'elle n'est pas tout à fait adaptée. Donc, pas de souci, réajuster. Et évidemment, assurer le suivi de la mise en place des actions. Ce n'est pas parce qu'on a écrit dans le plan d'action du document unique que l'action allait être mise en place qu'elle est mise en place. Hein. Il faut vraiment s'assurer que ça soit le cas sur le terrain. Merci Magali. Voilà, donc moi j'en ai terminé pour ce point sur le plan d'action.
Je crois que Magali ne m'entend pas toujours quand je parle, c'est pas grave. Merci Magali. Donc je rappelle 3 étapes pour la mise à jour de votre document unique. La première, on identifie les risques. La deuxième, on hiérarchise les risques. Et la troisième, on élabore un plan d'action. On retient également qu'AST67 a élaboré un guide. Swazik, tu continues sur les aides financières? Magali m'entend définitivement pas. Donc, AST a élaboré un guide pour mettre à jour votre document unique. Ce guide se retrouve sur notre site internet et dans les dernières diapos, vous allez retrouver le lien vers ce document. Donc, Swazik, tout cela va évidemment demander des moyens aux entreprises pour adapter tout ça. Alors, est-ce qu'il existe des aides financières dans ce contexte Covid pour les entreprises ? Oui, donc il existe effectivement une aide financière qui a été mise en place par l'assurance maladie. Donc cette aide financière prévention Covid est là pour aider les TPE, les PME à prévenir la transmission du Covid-19. Donc vos investissements en termes de prévention dans la lutte du Covid-19 que vous avez pu réaliser entre le 14 mars ou que vous réaliserez jusqu'au 31 juillet, donc entre le 14 mars et le 31 juillet, peuvent être pris en charge à hauteur de 50% maximum sur certains plafonds et dans une certaine limite. Pour plus d'informations, donc vous retrouverez en bas de cette slide le lien de cette subvention. Mais donc les exemples, la mesure finance certaines pratiques. Donc, par exemple, tout ce qui est mesures barrières, distanciation sociale, mais également tout ce qui est mesures d'hygiène et de nettoyage. Les masques, les gels hydroalcooliques, les visières ne sont financés que si l'entreprise a investi au moins dans une des mesures barrières qui est indiquée au-dessus. Voilà, donc vous trouverez bien le lien dans le document que vous pourrez télécharger à la suite. Pas de souci. Merci Swazik. Est-ce qu'on peut maintenant faire un point l'accompagnement que propose AST67 à ses entreprises adhérentes? Oui, alors on a un petit souci technique, je pense. C'est bon? OK. On t'entend bien. Oui. Donc oui, on a fait le point sur l'aide financière. Je vais vous parler maintenant en dernier point, c'est le dernier point que je voulais aborder au niveau du webinaire. Ce sont les accompagnements qu'on propose à nos adhérents. Alors, jusqu'à présent, en temps normal, on propose un certain nombre d'accompagnements méthodologiques à l'élaboration du document unique. Donc, il s'agit d'accompagnements parfois individuels où on se déplace dans vos entreprises et on travaille avec vous en entreprise. Il y a également un accompagnement sous forme d'ateliers collectifs, donc inter-entreprises, qui se déroule en temps habituel plutôt dans nos locaux. Alors, évidemment, vous vous doutez bien qu'on a dû réadapter notre offre et ce qu'on vous propose actuellement, ce sont des accompagnements méthodologiques à distance. Donc, l'objectif de ces accompagnements, ça va être de répondre à vos questions, de vous guider dans la mise à jour de votre document unique dans le contexte Covid-19. Alors, en termes de modalités, comment ça va se passer? Vous allez avoir, alors c'est pas encore tout à fait en place, mais normalement à partir de la semaine prochaine, ça devrait être disponible. Vous allez avoir un formulaire de contact sur notre site internet. Ce formulaire de contact, vous le remplissez, vous nous le renvoyez. Et suite à ça, vous allez être contacté par un intervenant en prévention des risques professionnels pour une prise de rendez-vous téléphonique. Donc, ce rendez-vous téléphonique, ça sera une réunion de travail, mais une réunion de travail à distance. Alors, pour l'instant, on a calibré cette réunion de travail sur 1 heure et on verra au bout de cette heure si, et vous et nous, on estime qu'il est nécessaire de renouveler cette réunion de travail, là aussi, pour une durée d'1 heure. C'est un format qui est, on va dire, expérimental, donc qui risque d'évoluer en fonction des retours que vous nous ferez, des besoins qu'on verra et qu'on identifiera avec nos adhérents. Donc, ce format de 2 heures d'accompagnement à distance, finalement, il est aujourd'hui calibré, c'est la thématique du webinaire d'aujourd'hui, il est calibré pour les entreprises qui souhaitent mettre à jour leur document unique dans le cadre du contexte Covid. Admettons que parmi vous, il y ait certaines entreprises qui n'ont pas encore réalisé leur document unique.
auquel cas ce format de 2 heures sera un peu juste, hein, clairement. Alors ça peut être faisable si l'activité est relativement simple, mais du moment où l'activité est plus complexe, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc pour ces entreprises-là, je vous oriente plutôt vers les ateliers collectifs que nous avons planifiés pour le second semestre. Donc, les dates sont fixées, elles sont disponibles sur notre site internet et là aussi, l'inscription en ligne est possible. Alors, le format de ces ateliers, simplement pour que vous ayez les informations, ce sont des ateliers qui se déroulent sur 2 matinées espacées de 3 semaines. Ces 3 semaines sont mises à profit par l'entreprise pour tester la méthode, pour l'appliquer sur le terrain et pour avoir pour y avoir déjà travaillé pour que la deuxième session soit l'occasion de poser des questions. Alors, bien évidemment, d'ici le second semestre et en fonction de l'évolution de la situation, nous adapterons les modalités d'organisation, hein, notamment soit en présentiel, soit en distanciel, le nombre de personnes qui pourront être présentes, etc., pour que tout le monde puisse être dans un contexte de sécurité adapté, aussi bien nos intervenants que les participants. Merci, voilà. Magali. Alors, où trouver l'information? Alors, on vous a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, vous allez avoir sur cette diapo un récapitulatif, en fait, des liens vers les différents documents dont nous vous avons parlé. Alors, notamment, ce webinaire a été organisé sur la base d'un guide, hein, de mise à jour du document unique que vous retrouverez là aussi sur notre site internet, avec un certain nombre d'autres liens. Voilà. Merci Magali. Désolée, on a rencontré quelques problèmes techniques avec les différentes salles. C'est pas très grave. Je pense qu'au final, on a réussi à s'entendre. Est-ce que Magali, si tu m'entends, tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît, parce que j'aimerais vous parler avant de poser les questions. Ok, je vais donner la main à Swazik. Swazik, est-ce que tu peux passer à la dernière diapo, s'il te plaît? J'aimerais faire le point avec vous sur les différents replays, les différents webinaires. Vous êtes un certain nombre à nous suivre depuis plusieurs jours sur ces webinaires. Merci à vous. Donc, on a organisé plusieurs conférences en ligne comme ça sur différentes thématiques. Je vous les rappelle ici. Donc, on a organisé un webinaire sur le plan de reprise d'activité, un webinaire sur les masques, uniquement sur les masques, qui est très complet sur le sujet, et un webinaire sur l'ergonomie et le télétravail. Donc ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent au niveau d'AST 67. Et vous allez retrouver les replays et tous les supports d'intervention, de présentation, pardon, sur le lien que vous trouvez ici. Ça, c'était pour avant. Et puis, la semaine prochaine, on organise 2 nouveaux webinaires. Un webinaire sur l'impact psychologique et psychosocial de la crise et comment faire en sorte de prévenir ces impacts aujourd'hui au moment de la reprise. Donc, c'est un webinaire qui est en train de s'organiser et qui aura lieu mardi prochain. Donc, mardi, nous serons donc le 26 après-midi, 14h. Donc, on communiquera là-dessus sur notre site internet. N'hésitez pas à nous suivre sur le site internet et sur les réseaux sociaux pour connaître ces dates-là. Et puis, le 28 mai, nous organiserons un nouveau webinaire sur le plan de reprise d'activité, mais du coup, 15 jours après la reprise. Donc, ce sera sous un œil un tout petit peu différent de celui que nous avions organisé en période de confinement. En dehors de ça, nous organisons des webinaires avec l'association régionale de santé au travail qui s'appelle GEST. Et dans ce cadre-là, nous avons organisé un webinaire sur les commerces de proximité, un autre cet après-midi sur les professionnels de la petite enfance et un autre demain après-midi pour les professionnels de la coiffure. Donc tout ça, c'est sur notre site internet, www.ast67.org. Voilà ce que je voulais vous dire pour les webinaires passés et à venir. Du coup, place aux questions maintenant. Alors, un certain nombre de questions ont trouvé réponse au fur et à mesure
de l'intervention grâce à Régine Sigel et Magali Hilde qui ont répondu au fur et à mesure à vos questions. Je voudrais quand même me faire l'écho de quelques questions pour que Swazik puisse répondre. Magali a disparu. On va essayer de la faire revenir. Oui. Alors, du coup, j'ai une question de Jean-Jacques qui se demande comment inclure le télétravail et ses risques dans le document unique. Alors, c'est assez complexe puisque du coup, vous ne pouvez pas aller au domicile du salarié pour vérifier ses conditions de travail. L'important, ça va être de sensibiliser le salarié à aménager son propre espace, de lui indiquer quels sont les risques. Pour ça, vous avez le replay du webinaire justement sur le télétravail d'AST67 que vous retrouverez dans les liens qu'on vous a donnés. Voilà, après, vous pouvez effectivement l'indiquer. Maintenant, restez global. Par exemple, risque de chute, vous ne pouvez pas savoir quel est, comment est le domicile de la personne. Restez global. Risque de chute, vous pouvez mettre selon les conditions de travail dans les locaux personnels. J'ai une question aussi, Swazik, sur une question méthodologique en fait sur la mise à jour du DU et plusieurs sont à se demander s'il faut créer un chapitre spécial Covid pour chaque risque. Quelle est la meilleure méthode? Il y a plusieurs méthodes. Soit vous pouvez aller dans un onglet Généralité, faire un chapitre Covid-19. Ça va dépendre vraiment de l'entreprise. Vous pouvez également créer pour chaque unité de travail, chaque section. Ça va dépendre de votre découpage. C'est vraiment à adapter selon le format de votre document unique. J'ai une question de Stéphanie qui demande si l'employeur doit envoyer son document unique à son service de santé au travail et dans quel délai? Si oui, dans quel délai? Je suis désolée, du coup, je suis réapparue. Il n'y a pas d'obligation de transfert. Par contre, le document unique, l'évaluation du risque document unique doit être tenu à disposition du service de santé au travail sur demande. Effectivement, c'est un outil qu'on utilise beaucoup quand on va en entreprise. On le consulte quasi systématiquement, en fait. Une autre question méthodologique encore sur à quel moment faut-il mettre à jour son document unique? Est-ce qu'il y a un délai pour le mettre à jour face à un risque? Donc là, face à un risque, c'est évidemment si c'est un nouveau risque qui vient d'apparaître dans l'entreprise, il faut le mettre à jour systématiquement dans ce cas-là. Sinon, c'est minimum une fois par an. Sinon, à toute apparition ou à tout changement dans le travail en fait, de l'entreprise, ce qui peut impacter de nouveaux risques. On met à jour tout de suite. Oui. Raphaël demande, pour le risque donc Covid-19, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, la cotation de la gravité et de la fréquence doit-elle être au niveau le plus élevé de la grille? Alors, clairement, pour la gravité, c'est vrai, on l'a évoqué pendant le webinaire, clairement, pour la gravité, nous, on recommande de le coter le plus haut possible. Donc ici, dans notre système de cotation, ce serait une cotation 4. En ce qui concerne la fréquence d'exposition, là, tout dépend en fait de l'activité, tout dépend de la fréquence à laquelle les salariés vont être exposés à la situation dangereuse. Il peut très bien y avoir une exposition peu fréquente, auquel cas on peut coter en 1 ou en 2. Anissa demande si quelqu'un peut valider le fait que son document unique soit bien rédigé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui valide son document unique pour vérifier qu'il soit conforme? Alors, une validation, je dirais que non. Le document unique, il est vraiment de la responsabilité de l'employeur. Donc, du moment où il a bien suivi la démarche qu'on a exposée aujourd'hui, peu importe l'outil, au final, il existe beaucoup d'outils, peu importe l'outil qui a été utilisé, du moment qu'il a suivi la démarche, qu'il a intégré ses salariés dans l'élaboration de son document unique, c'est l'employeur qui est responsable de l'élaboration de son document unique. Donc, pour une validation, je dirais non. Après, des conseils, oui, bien évidemment, des conseils, des aides méthodologiques, notamment par le service de santé au travail. Il peut y avoir d'autres organismes également. Alors, j'ai une question sur la personne qui doit rédiger le document unique. Qui doit le rédiger et qui en a la responsabilité dans l'entreprise, dans une TPE notamment? Alors, ce sera
en général plutôt le responsable de l'entreprise. De toute façon, c'est le responsable de l'entreprise qui est responsable justement de la santé de ses salariés. Donc, c'est à lui d'avoir la main sur le document. Voilà. Après, ça peut être délégué s'il y a un service de sécurité, etc., à l'intérieur de l'entreprise. Mais c'est de toute manière le responsable, le chef d'entreprise qui sera responsable. Oui, si c'est quelqu'un d'autre que le responsable, que l'employeur, qui rédige, qui élabore le document unique, cette autre personne, le fera sous la responsabilité de l'employeur. Ok. Est-ce qu'il faut une formation ou quelque chose de particulier pour s'occuper de ce document-là? Est-ce qu'il y a un minimum de connaissances à avoir? Connaissances méthodo Alors, une formation, non. Maintenant, alors, réglementairement, il devrait y avoir dans chaque entreprise une personne ce qu'on appelle un salarié désigné ou un salarié compétent, une personne qui a les connaissances, les compétences pour s'occuper de toutes les problématiques liées à la prévention des risques dans l'entreprise. Alors, on sait bien que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises, mais réglementairement, ça devrait être comme ça. Donc, ce serait logique que ce soit cette personne-là qui coordonne au moins la réalisation du document unique. Après, en termes de formation, il n'y a pas de formation spécifique à avoir. Il faut bien connaître l'entreprise. Ok. Est-ce que vous pouvez refaire un point, repointer la différence entre la fiche d'entreprise d'un côté et le document unique d'évaluation des risques de l'autre? Alors, la fiche d'entreprise, c'est de l'obligation du service médical. Donc, c'est au service médical, l'équipe pluridisciplinaire, donc le médecin du travail et son équipe, qui doivent avoir une évaluation des risques de l'entreprise dont ils assurent le suivi. Alors que le document unique, c'est une évaluation des risques que l'employeur doit faire lui-même à l'intérieur de son entreprise pour être conscient des risques auxquels ces salariés sont soumis et pour trouver des moyens d'action et de prévention. J'ai plusieurs questions sur comment je fais pour impliquer mes salariés à la mise à jour du document unique. Alors, plein de possibilités. Tout dépend vraiment de l'organisation, déjà de la taille de votre entreprise, de l'organisation de votre entreprise. Est-ce qu'il y a des représentants du personnel? Est-ce qu'il y a un CSE? Voilà. Donc, ça va dépendre vraiment de chaque entreprise, mais vous pouvez constituer des groupes de travail, par exemple. Vous pouvez, faire des sondages, des questionnaires, les groupes de travail avec des personnes représentatives de chaque activité, c'est vraiment ce qui marche le mieux et c'est ce qui est important. Une question à nouveau sur le moment au niveau de la temporalité de la mise à jour de ce document unique. Est-ce que ce document unique doit être mis à jour avant le retour sur site des collaborateurs? Alors, moi, je recommande qu'il soit mis à jour avant. Pourquoi? Simplement parce que dans ce cadre-là, le document unique, il est utilisé comme un véritable outil de prévention. C'est-à-dire que la démarche qu'on a vue d'identification des risques, de plan d'action, finalement, ça va vous permettre d'anticiper le retour au travail avec les mesures de prévention qui sont pertinentes pour chaque activité, pour chaque groupe de salariés. Donc oui, je recommande avant. Oui, merci. Séverine demande si le plan de continuité d'activité peut être intégré au DU, puisque du coup, dans le PCA, il y a déjà des mesures de prévention qui sont élaborées dedans. Oui, alors de manière méthodologique, de toute façon, oui, autant travailler en parallèle. Et puis pas forcément reprendre des éléments d'un document dans un autre document. L'idée, c'est vraiment de fluidifier le travail. Donc, un document peut faire référence à un autre document. J'ai plusieurs questions sur la fiche d'entreprise et si l'entreprise peut avoir accès à sa fiche d'entreprise. En fait, est-ce que les salariés peuvent avoir accès à la fiche d'entreprise de leur entreprise? Alors, la fiche d'entreprise, elle appartient essentiellement à l'employeur. Pas réellement de raison que les salariés y aient accès. Par contre, ils ont accès au document unique, les salariés. Clairement, c'est un document qui doit être à leur portée, qui doit être communiqué, qui doit être affiché en théorie ou bien, en tout cas, indiquer l'endroit où il est disponible.
Alors, je rebondis juste sur une question d'Olivier qui demande si la fiche d'entreprise est disponible pour l'employeur à la consultation. La fiche d'entreprise, donc, elle est réalisée par le service de santé au travail et ensuite, elle est transmise à l'entreprise. Donc, évidemment, l'employeur, il a un exemplaire de la fiche d'entreprise qui a été réalisée par le service de santé au travail. Et la fiche d'entreprise, là aussi, je complète juste sur ce point-là, la fiche d'entreprise, pour l'employeur, c'est vraiment un outil, une source d'information pour réaliser son évaluation des risques et son document unique. Les deux démarches sont vraiment complémentaires. Anne demande si lors de l'embauche d'un nouveau collaborateur, on doit lui fournir le document unique. Alors, de toute façon, le document unique, il doit être à disposition de tous les salariés. Donc, lui fournir en tant que tel, pas forcément, mais en tout cas, lui en faire prendre connaissance et lui indiquer où est-ce que le document unique est disponible et consultable. Ok. Jean-Charles pose une question de priorisation par rapport, je pense, à l'accompagnement d'AST. Il dit, est-ce que je fais d'abord est-ce que je demande un coup de main, pardon, je reformule. Est-ce que je demande d'abord la réalisation de la fiche d'entreprise à mon service de santé et ensuite je demande un accompagnement au DU ou est-ce que c'est pas dépendant? Tout dépend en fait si le document unique est déjà réalisé ou pas. Alors, nous, dans notre démarche habituelle, si on part de zéro, on dit voilà, l'entreprise n'a pas de document unique, nous, on n'a pas encore réalisé la fiche d'entreprise. Donc, dans notre démarche habituelle, on se rend en entreprise, on réalise la fiche d'entreprise avec l'entreprise et ensuite, l'entreprise se sert de cette fiche pour élaborer son document unique. Maintenant, si un document unique est déjà existant dans l'entreprise, la fiche d'entreprise, elle peut tout à fait avantageusement compléter en fait le document unique. Alors, j'essaye de lire les questions qui sont parfois un peu longues. Hein. Excusez-moi, j'essaie de faire une synthèse. Alors, Jeannette pose une question qui est peut-être plus une remarque. Est-ce que les salariés ne doivent pas être impliqués dans la démarche d'élaboration du DU et ensuite dans celle des plans d'action, car étant au cœur même des activités de l'entreprise? Alors, oui, effectivement, enfin, on l'a dit plusieurs fois au cours du webinaire, l'implication des salariés, c'est vraiment une des conditions sine qua non pour la réalisation de l'évaluation des risques et du document unique. Ils doivent être impliqués en fait tout au long de la démarche, que ce soit au moment de l'identification des situations dangereuses ou au moment de l'élaboration du plan d'action, clairement. On a répondu à beaucoup de questions déjà en direct. Après, les questions quelques questions portent sur les EPI, hein, sur les masques et tout ça. Donc là, je vous renvoie vers le webinaire masque pour savoir exactement de quoi il retourne, puisque du coup, ce webinaire ce matin est consacré au DURP et à sa mise à jour. Mesdames, Swazik, Magali, est-ce que vous avez des compléments à apporter? Est-ce qu'il y a des questions qui m'auraient échappé auxquelles vous aimeriez répondre? Est-ce qu'on peut estimer qu'on a fait le tour du sujet pour ce matin? On a répondu à beaucoup de points déjà. Oui, je pense qu'on a répondu à beaucoup de choses. Alors, je vais juste me permettre de rappeler 2-3 choses très techniques. Donc, comme dit, le replay et le support de présentation. Et puis, du coup, on parlait de ce formulaire de contact pour demander un accompagnement. Alors, c'est un peu deux temps. Le replay et le diaporama seront dispo avant midi. Et le formulaire de contact, je l'espère, avant la fin de la semaine. Dans tous les cas, ce sera dispo sur le site internet dans le lien actualité coronavirus webinaire. On mettra le lien ici, évidemment, on le mettra partout où on discute de documents uniques, mais enfin, c'est là que vous pourrez le retrouver, je pense, plus intuitivement. Je vous rappelle que cet après-midi, on a un webinaire sur les professionnels de la petite enfance. J'ai envoyé le lien à l'un ou l'autre participant pour donner l'information. Et demain après-midi, nous aurons un webinaire pour les coiffeurs. On profite de leur jour de repos pour leur parler reprise d'activité au travail.
Voilà, écoutez, je crois qu'il est temps pour nous de vous remercier de votre participation, de vous remercier de vos nombreuses questions. J'espère que nous avons pu répondre à la plupart d'entre elles. Il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Peut-être vous profiteriez du pont et du soleil annoncé. Et puis, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, évidemment. Et à bientôt pour la mise à jour de votre document unique. Au revoir. Au revoir.